Je vous propose un voyage à la rencontre des lieux qui nous rassemblent et de tous ceux qui les conçoivent. Explorons ensemble les bouleversements qui nous invitent à réimaginer le rôle, l'exploitation et l'organisation de l'immobilier tertiaire et au-delà. Pour cela, nous allons partir à la rencontre de tous ceux qui les font, sans exception. De la conception à l'exploitation, de l'architecte au directeur immobilier, du property manager au FMeur, des utilisateurs aux startups PropTech, pour imaginer à quoi ressembleront les espaces de demain. Des espaces qui ont du sens, économiquement, opérationnellement, humainement. Comprendre ensemble toutes les nouvelles dimensions d'espace qui, enfin, nous ressemblent. Bienvenue dans The Spacecraft, à la découverte des espaces de demain avec tous ceux qui les conçoivent. 3, 2, 1, décollage. Aujourd'hui, je reçois Cynthia Hammet, directrice de l'immobilier et du workplace chez Content Square, après avoir passé près de 20 ans chez Ubisoft et avoir notamment participé à l'aménagement de leur incroyable nouveau siège social en 2020. Avec son expérience au cœur de 2 fleurons de la tech française, Cynthia nous partage sa perspective sur les défis auxquels elle a dû faire face. Développer son bureau au service d'une marque employeur cruciale dans l'attraction et la rétention des talents créatifs. Absorber des importantes variations d'effectifs lorsqu'on est en hypercroissance. Développer une expérience utilisateur incroyable. Un véritable cadeau à consommer sans modération. Mais avant de commencer, si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée, à le partager et à me soutenir en inondant LinkedIn de likes et autres commentaires dithyrambiques. Allez, c'est tout pour l'instant promo. The Spacecraft, épisode 1, c'est parti. Eh bien, bonjour Cynthia. Salut Julien. Voilà, on est dans les locaux de Content Square, donc à Paris, dans le 9e arrondissement. Merci de m'accueillir et merci de participer à The Spacecraft, donc c'est le nouveau podcast au sujet de l'immobilier tertiaire et des espaces de travail. Yes. Donc tu es une de nos premières invitées et je vais te laisser te présenter parce que je pense que tu vas le faire beaucoup mieux que moi. Ok. Donc Cynthia, tu l'as dit en arrivant, ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé à bosser. Peut-être une des raretés un peu ancienne génération, c'est que je n'ai fait que 2 sociétés. Donc j'ai passé mes 20 premières années et quelques chez Ubisoft. Et puis je suis arrivée chez Content Square il y a presque 5 mois maintenant. Chez Ubi, j'ai travaillé dans 2 départements. Donc les 10 premières années plutôt côté achat, fabrication. Donc tout ce qui était jeux vidéo physiques, support de communication, jouets, etc. Où je me suis bien amusée. Et puis les 10 dernières années, je suis passée côté workplace et immobilier. Voilà, un sujet qui m'a beaucoup plu aussi, auquel je me voyais. C'est vraiment le métier que j'imaginais quand j'étais gamine. Et donc, le hasard chez Ubi m'a emmenée là et j'y pensais pas. Donc, c'est avec un grand plaisir que je suis arrivée là. Et puis, après 20 ans chez Ubi, je me suis dit que il était peut-être venu le temps de découvrir autre chose. Et donc, voilà, je suis tombée sur cette offre de poste de directrice stratégie, workplace et immobilier chez Content Square. Et puis, voilà, les entretiens se sont enchaînés, toujours avec plus de plaisir. Et voilà, me voilà chez Content Square. C'est 2 boîtes magnifiques, hein, et puis une fois de plus, une fois des pas coutumes, j'ai envie de dire, on a quelqu'un qui arrive à ce niveau-là et qui vient encore d'un profil différent. J'ai pu rencontrer des personnes qui venaient des achats, d'autres de la logistique, d'autres d'autres choses qui n'avaient rien à voir. Donc c'est génial parce que du coup, c'est vraiment un creuset de talents et d'expertise différentes. Du coup, moi, j'ai envie de te poser une question, puisque une des idées derrière ce podcast, c'est de comprendre un petit peu les mutations de tous les environnements de travail et de l'immobilier tertiaire en général. En gros, pourquoi on se rassemble dans des bâtiments, qu'est-ce qui font qu'on a envie d'y être et qu'est-ce qu'ils apportent aux gens qui les occupent. Et la question que je te poserais, c'est, Cynthia, pour toi, c'est quoi l'environnement de travail de demain ? Alors, celui de demain, donc, on va dire en comparaison par rapport à précédemment, ou de manière générale j'ai envie de dire ce qui pour toi les plus grosses mutations, ce qui caractérise vraiment ces changements. C'est vrai que on va pas se mentir, ça a changé progressivement, il y avait des adoptions, mais là il y a eu quand même un petit coup de boost. Oui. Et ça va dans plein de directions. Et je peux voir 10 personnes qui vont me donner 10 directions différentes. Pour toi, justement, la direction
dans laquelle vont aller ces environnements, c'est Oui, quoi ? oui, je comprends. Disons que je dirais qu'avant le Covid, le fait d'aller au bureau, c'est une question qu'on ne se posait pas. Les gens y allaient, ça faisait partie du rythme habituel, c'était une obligation. Le peu de fois où tu travaillais de chez toi quand c'était autorisé, les boss se posaient des questions sur ta capacité à travailler à la maison. Enfin, pour moi, c'était un non-sujet, ça commençait à peine à arriver. Le Covid débarque et je pense que les gens sont restés chez eux parce qu'on était obligés, donc il n'y a pas eu le choix. 3 mois après, on va dire la période où on a été confiné, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui étaient frileuses sur ce retour au travail parce qu'il fallait quand même d'abord penser à la santé des employés plutôt que d'autres sujets comme par exemple le fait de penser qu'au travail on est plus concentré, plus focus, plus productif, je sais pas. Et avec ces mois et ces années qu'on passé, certaines personnes ont pris des habitudes et on se rend compte maintenant que c'est compliqué de revenir en arrière et de refaire du bureau un lieu obligatoire. Ce que je me dis, c'est que tout au départ, ce qu'on disait, et j'avais tendance à le croire, c'est que le fait de travailler chez soi, on te décrivait comme plus productif, avec un scope horaire plus important. Et donc, quelque part, les boîtes avaient l'air d'être plutôt contentes de ce qui se passait. Et donc, tout ça était plutôt positif, j'ai l'impression, pour les entreprises et pour les collaborateurs. Et puis, le temps passant, on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas si bien tout le temps à la maison parce que le domicile n'est pas forcément fait comme il faut pour avoir un endroit à toi. L'ergonomie du poste de travail n'est pas forcément là. Tu n'as pas forcément l'écran de la bonne taille. Tu peux être happé par des contraintes personnelles. Donc, des fois, ça rend service, des fois, ça rend pas service, etc. Et donc, il y a eu je pense, cette vraie question de qu'est-ce qui serait idéal comme rythme de travail pour que les gens soient bien, économiser le temps de transport, en effet pouvoir faire des choses personnelles à des horaires où en fait tu peux les faire et pas que le samedi dimanche où les gens sont pas tout le temps dispo, je pense aux docteurs et tout ça, et en même temps continuer à faire le split entre vie pro, vie perso, et quand il n'y a pas de frontières physiques c'est un peu compliqué. Je pense qu'en fait la mutation elle va être perpétuelle et donc c'est dur de dire maintenant ce que sera demain parce que chaque jour change. En tout cas, je pense que ce qui est en train de se passer, à mon sens, c'est que les collaborateurs, eux, vont avoir envie de quelque chose qui va progresser. Et j'ai le sentiment que les boîtes vont devoir s'adapter parce qu'elles n'auront plus trop le choix. Parce qu'en face, sauf si on retombe dans une pénurie de l'emploi qui fait qu'on peut imposer ce qu'on veut aux gens. Voilà, donc je pense qu'à terme, on ira dans le sens de ce que veulent les collaborateurs. Et ça, je ne le sais pas encore. Voilà. Après, ce dont on se rend compte quand même, je parle trop. Non, c'est génial. Non, mais de toute façon, on a tout le temps qu'on veut, donc c'est formidable. J'avais juste une question à te poser par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a un renversement, plutôt un recentrage. C'est-à-dire que on a toujours eu des bâtiments dans lesquels les gens venaient travailler. Là, c'est moins systématique, c'est plus flexible, ça s'adapte, c'est hybride. Bref, on utilise le terme qu'on veut, mais bref, ça a changé. Mais ce qui a changé aussi, c'est que du coup, le pouvoir au peuple, mais c'est plus sérieusement, on commence à s'intéresser en fait aux personnes qui sont dans les bâtiments, plus juste à les obliger à venir, donc du coup à les écouter. Et la question que je vais te poser, c'est du coup, ces premiers retours, qu'est-ce qu'ils te disent, qu'est-ce que ces personnes te disent sur ce qu'ils veulent de leur environnement? Et donc vraiment, on a deux types, que ce soit chez Ubi, chez Content Square ou des amis avec lesquels je peux discuter. Pour moi, il y a vraiment deux types de profils. Tu as des personnes pour qui travailler de la maison, ça a été une révélation et ils reviendraient jamais en arrière. Total, je veux dire full time. Alors full time, oui. Après, je pense qu'on les oblige quand même à venir faire quelques réunions, rencontrer ses collègues, etc. J'aime bien le terme, on les oblige. On les oblige. Oui, je sais pas. On leur demande et je pense qu'ils osent pas refuser. Et puis c'est normal. À la base, on travaille quand même pour un employeur et puis donc voilà, il y a des. Ça me semble encore assez légitime que les sociétés aient des requêtes sur certains sujets. Donc pour ces personnes-là, je pense que c'est très appréciable. Après, tu as ceux qui ont toujours été qui aiment travailler au bureau. Par exemple, moi, à titre personnel, c'est quelque chose que j'adore. À part depuis le confinement, en fait, j'ai quasiment jamais travaillé de la maison. J'adore venir. J'aime les locaux en général, puis j'ai travaillé dans des locaux sympas. J'adore croiser des gens, discuter, que ce soit mon équipe, mon boss. Mes équivalents, donc voilà. Et puis après, je pense que tu as des personnes qui vont être un peu entre les deux, qui vont apprécier peut-être la liberté de pouvoir faire certaines choses chez elles et aussi le côté un peu plus social ou obligatoire de revenir au travail, quoi. Non, mais le côté social est intéressant parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est que le bâtiment, ça fait vraiment juste brique, mais alors en fait, il y a plus que ça. Il y a une âme et puis il y a la vérité de la culture de l'entreprise, ça se situe dans ce bâtiment.
comment on fait vivre une culture d'entreprise dans un bâtiment, justement? Parce que je sais que tu as travaillé chez Ubisoft, notamment à déménagement dans leurs nouveaux locaux, et qui sont quand même assez dingues. Et qu'est-ce qu'on amène justement pour bâtir une culture d'entreprise, pour faire en sorte, non seulement que les gens aient envie de revenir, mais qu'ils se sentent fiers, qu'ils en parlent. Oui. Pour moi, il y a vraiment deux sujets. Il y a un sujet qui est vraiment un sujet plutôt informel, oral et d'ambiance, et un autre sujet qui est peut-être la partie esthétique et matérielle du bâtiment. Sur la partie plutôt informelle, il y a plein de moments en fait où la culture tu la chopes plutôt au travail qu'autrement, parce que par exemple les sessions de formation, quand tu es nouvel arrivant, généralement, sauf exception, on te demande de venir et c'est là que tu vas rencontrer, on va te décrire la boîte, tu vas rencontrer les premières personnes, tu vas sentir une forme d'ambiance, un contact qu'il y a entre les gens. Je sais que quand je faisais visiter Ubi avant qu'on ait ces superbes locaux, on avait des locaux qui étaient un peu moins superbes et néanmoins c'était étonnant parce qu'à chaque fois qu'on visitait, les gens étaient enchantés et donc je dirais pas tant par nos aménagements mais vraiment parce qu'il y avait un truc dans l'air, un truc de l'ambiance Ubi. Et ici c'est un peu pareil, en fait les gens qui viennent se sentent plutôt bien et quand tu traverses les locaux, tu chopes ce truc qui pour moi qui est culturel, c'est le fait que les gens se marrent, tu sens qu'on te donne une liberté, cette liberté que tu as dans l'expression. Si jamais tu passes en visio, là ça peut être n'importe quelle boîte, finalement tu vas même pas, tu vas pas la sentir. Moi c'est ce que je ressens. Après j'ai aussi entendu parler de boîtes qui sont en full remote, donc qui ont quand même quelques occasions de se rencontrer, qui disent qu'ils arrivent à créer une culture aussi. Et pour le coup, comme je ne l'ai pas expérimenté, je serais très curieuse de savoir comment ils font. De ce que j'ai cru comprendre, cette culture, il la crée quand même à travers des moments forts de temps en temps. Et donc, en fait, ces moments forts qui créent du lien, de l'attachement entre les gens et de l'attachement à la boîte et probablement l'envie de performer et d'avancer avec la boîte, j'ai tendance à croire qu'ils se créent quand même par des rencontres plutôt physiques que distancielles, même si c'est pas tout le temps. Oui, c'est effectivement. J'avais vu des choses comme ça, des boîtes en full remote qui s'accrochaient à des événements un peu trimestriels pour pouvoir faire en sorte de ne pas trop se distendre et de créer des liens dans l'équipe. Je voudrais revenir sur quelque chose. Donc, les deux entreprises dont tu me parles, c'est des boîtes tech qui ont toutes les deux à faire face à une course, une chasse au talent, on va dire, et en plus, qui plus est, une chasse au talent créatif. Et qui ont aussi une autre contrainte qui est leur en gros variabilité, le fait qu'elles puissent scaler assez fortement. Comment on utilise, puisqu'on dit souvent maintenant que la workplace a un rôle stratégique aussi d'un point de vue RH, comment on utilise sa workplace pour attirer ces gens-là? Donc dans les sites que j'aime bien regarder et qui peuvent donner des éléments de réponse, tu as par exemple Welcome to the Jungle, qui est un site assez bien fait, ou Glassdoor, où tu vas voir deux types de commentaires qui peuvent te donner envie de rejoindre la société. Enfin, deux types de commentaires. On est toujours sur une partie orale où les gens vont donner leurs sentiments. Est-ce que je me sens bien quand j'arrive le matin? Est-ce que mes relations avec mon boss sont sympas? Est-ce que j'apprends tous les jours? Donc ça vraiment, pour moi, ça c'est la partie... plutôt contenu, et puis tu as la partie photo et description des services et de ce que propose la société. Donc quand justement j'ai cherché à rejoindre Content Square, je me suis pas mal renseignée pour savoir où j'allais atterrir par diverses manières, dont des contacts directs avec des personnes de l'entreprise. Mais en passant sur Glassdoor et Welcome to the Jungle, j'ai regardé tout ça en fait. J'ai regardé les services qui allaient être proposés, la gueule des locaux, j'ai lu les commentaires des collaborateurs, et tout ça m'a conforté dans le fait que j'allais atterrir dans un endroit où je me sentirais bien. Oui, donc c'est principalement des aspects visuels, on va dire, et d'aménagement. Mais parce que j'ai un sentiment, c'est que avant le bureau, on voit les évolutions depuis les années 50, ça n'a plus rien à voir, mais c'est vrai qu'on est quand même resté sur un truc où ton bureau, ton ordinateur, ton clavier, et globalement tu passes la majorité de ta vie au bureau à taper sur ton clavier, chose que tu pourrais très bien faire à la maison si on met de côté l'isolement. Est-ce que pour toi il y a une évolution en fait en cours pour justement presque te débarrasser de ces ordi et faire en sorte que les espaces soient des espaces dédiés à autre chose, puisqu'on peut très bien le faire à la maison, ça? Tout à fait. Je pense que pour revenir sur ta question précédente, je répondais vraiment à qu'est-ce qui m'a donné envie de venir avant de venir. Après, une fois que tu es là, c'est pas parce que c'est beau que ça suffit. En effet, ce qui fait que... Voilà, faut rester. Et c'est surtout, il faut trouver un espace de travail qui te permet de
de réaliser ce que tu as à faire, qui peut être un mix de je me sens bien, et donc c'est tous les espaces informels, etc. Donc là, par exemple, depuis qu'on est revenu, alors souvent à un moment on disait oui, quand tu as besoin de te concentrer, tu restes chez toi, quand tu as besoin de rencontrer les équipes, tu viens au boulot. Ça, c'est quand tu n'as pas d'enfant. Oui, non, mais c'est surtout qu'en fait, le programme de ta journée, il est mixé. Oui. Voilà, il y a des moments où tu fais des calls en one-to-one, des moments où tu as besoin de te concentrer, des moments où tu as des réunions d'équipe, que ce soit chez toi ou au travail. Et donc là, puisqu'on parle du bureau, il faut trouver des endroits pour réaliser tout ça. Ici, par exemple, ce que j'ai beaucoup apprécié, qu'on avait en moins grande quantité chez Ubi, c'est les phone booths. Donc il y a beaucoup de cabines individuelles. Et c'est vrai que dès que j'ai besoin, qui sont non réservables, j'ai l'impression que les us et coutumes, en tout cas, à cet étage, sont pas vraiment de téléphoner. Les gens font pas leur call directement devant leur PC. Ils vont dans ces salles, donc déjà, ça permet d'être tranquille. Tu peux aussi y aller pour t'isoler. Tu as les salles de réunion de plein de tailles différentes pour faire des meetings de tailles différentes. Tous les équipements de salles de réunion sont modernes, c'est pas le mot, mais c'est facile de se connecter, il n'y a aucune difficulté. Donc ici, on est sur Zoom. Sans friction, quoi. Exactement, ce qui était un peu aussi moins le cas précédemment, parce qu'on testait pas mal de choses. Et donc là, c'est top, tu rentres dans la salle, tu appuies sur un bouton, ça fonctionne. Les gens que tu as à distance, c'est hyper fluide en fait, et donc c'est très rapide. Je trouve aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment travailler... on va dire qu'avant, on situait peut-être une forme une fonction à un moment de sa journée dans un type d'espace, et en fait, les gens... assez étonnamment font certaines choses. Donc je vois des gens qui passent des calls dans la cafette. Oui. Peut-être parce que le bruit crée un espèce te permet d'être discret et confidentiel, parce qu'il y a un bruit ambiant. Moi, ça m'arrive souvent d'aller me faire mes presses où je suis censée me concentrer aussi en cafette, parce que je me sens bien. Je vois les gens qui prennent leur café. Finalement, les gens, quand ils voient que tu es en train de bosser, ils viennent pas spécialement te parler, ou alors ils te posent la question. Et donc tout ça pour dire que moi, mon sentiment, c'est qu'au bureau, plus on proposera d'espaces différents, plus tu as une chance de trouver ce qui te convient. Oui, te l'approprier à un moment donné. Ça me fait penser aux playlists que tu as sur Deezer ou Spotify, où en fait tu as des playlists en fonction du moment de la journée, ou en fonction de l'humeur, tu vois, mood, genre détente, sport, avant de s'endormir, etc. Et là, j'ai l'impression que on passe, comme je te disais tout à l'heure, de quelque chose qui était très standard, presque en randonnion, des ordinateurs par dizaines, et puis j'onboard 10 nouveaux collaborateurs, il suffit de prendre 10 nouveaux ordinateurs. Là, on est un truc où on est sur un espace protéiforme, avec plein de... Voilà. Après, c'est vrai que l'espace étant limité, on ne peut pas avoir tout en grande quantité. Donc, il y a quand même un choix... un peu statistique de quelle est la part que j'alloue à la cafette, que j'alloue aux salles de réunion réservables, non réservables, aux phone booths, aux open space, bureaux partagés, pas partagés. Et pour ça, il faut de la data, parce que si tu n'as pas prévu les bonnes choses dans les bonnes quantités ou dans les bonnes tailles, ça va créer de la frustration. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Comment vous l'obtenez, cette donnée, justement ? C'est un peu compliqué. On va dire la manière qui pourrait paraître la plus facile et la plus évidente, c'est de poser des questions. Donc, à travers des sondages, des surveys, des entretiens. C'est ce que tu fais généralement. D'ailleurs, quand tu construis un bâtiment, tu fais des entretiens avec... ça peut aller de la top hiérarchie à des niveaux de management intermédiaire, et on va dire un panel de collaborateurs de tous les niveaux, ce qui permet de construire en fait un cahier des charges et d'essayer de proposer le bon nombre d'espaces pour répondre aux bons besoins. Ensuite, maintenant, il existe des outils qui te permettent de mesurer tout ça, donc des capteurs, voilà. Et donc, moi, je n'ai jamais vécu, donc j'ai du mal à dire... C'est une thématique intéressante, parce que je ne pense pas avoir interrogé de personne qui aujourd'hui me dit qu'à 100% les capteurs sont fiables. Okay. C'est parce que, tu vois, mais c'est génial, parce qu'en même temps, tout le monde se pose la question. Tout le monde veut savoir qui vient, où ils viennent, ce qu'ils font. Exactement. Pour adapter ces espaces. Tout à fait. Mais il faut une quantité de données astronomique pour faire ça. Alors déjà, j'ai envie de dire, il faut les moyens d'acheter ces produits-là, parce que c'est pas donné, et que en ce moment, un peu crise économique quand même, et ça fait quand même, j'allais dire, ça fait partie peut-être des choses qu'on priorise pas. En tout cas, ce que moi j'adorerais, c'est pouvoir le tester. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir des... Et je comprends, mais si tu vois, on pouvait tester pendant un mois... est-ce que ça sert ? Est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que ça donne de la data utile ? Pour te donner un exemple comparable, tout le monde parlait beaucoup des outils pour réserver les bureaux, parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui passent en desk sharing. Et donc, chez Ubi, on a fait un appel d'offres et choisi un prestataire qui nous a permis d'avoir un outil pour réserver les bureaux.
où on était satisfait lors des tests. Et ce qui s'est passé concrètement, c'est que quand on a lancé l'outil en fait, on avait des populations tests. Il y a tellement moins de gens qui viennent au travail que de postes disponibles, et c'est encore le cas aujourd'hui, que finalement, tu n'as pas vraiment besoin de réserver ton bureau parce que tu arrives le matin, forcément, il y a un poste. Oui. Et donc, la data, elle aurait été géniale pour moi en tant que directrice de ces sujets-là. Mais en fait, j'ai l'impression de mettre une contrainte à nos utilisateurs, de dire tu réserves ton bureau alors que tu sais très bien que tu arrives, tu auras une place. Et c'est pareil ici, en fait. En fait, pour moi, j'ai le sentiment que ce serait utile si, je sais pas, j'avais une boîte avec 100 collabs, qu'il y en a 50% qui viennent en moyenne. Oui. Et 50 bureaux dispo ou 40 bureaux dispo, enfin existants. Oui. Là, tu as besoin de réserver pour être sûr de ne pas venir pour Donc, rien. tu es vraiment sur quelque chose qui est, tendu, en flux tendu. Quoi. Exactement. Là, tu as trop d'amplitude pour que ce soit réellement utile. Et surtout, la personne pour qui c'est utile, c'est pas la personne qui en est l'utilisateur. Exactement. Et tu as Voilà. un petit problème Voilà. d'engagement sur l'outil. Quoi. Voilà. Après, je crois qu'il existe des manières, peut-être des choses où tu as... Enfin, je veux dire, peut-être des choses où tu n'as pas besoin de booker en avance et qui pourraient te donner quasiment de la data en temps réel pour éviter à des personnes qui ne se sont pas encore déplacées de venir. Et ça, j'y crois moyen. L'autre solution, ça peut être d'avoir des espaces alternatifs, c'est-à-dire que tu te dis toujours j'ai 100 collabs, j'ai 50 bureaux, avec une chance plutôt importante que j'ai pas plus de 50 personnes. Et là, les fois où il y aura 60, tu prévois de pouvoir utiliser des espaces qu'on n'aurait pas utilisé si on avait eu le choix. Donc ça peut être s'installer en cafette. C'est un peu modulaire peut-être. Exactement. Aussi, ça peut être... ça pourrait même être ajouté un tabouret sur une table un peu grande. On peut imaginer pas mal de choses. En tout cas, je pense que la flexibilité du mobilier, c'est vraiment un truc qu'il faut creuser. Ça peut rendre plein de services. Ouais, parce que j'ai parlé à certaines boîtes qui me disaient c'est très bien de vouloir réduire... un peu, parce que son espace immobilier, parce que c'est un coût non négligeable, mais plutôt très très important, surtout quand on est propriétaire. Mais en fait, le problème, c'est que si on commence à faire des moyennes le jour où il y a tout le monde qui veut revenir, on va avoir un souci. Ouais. On va avoir un souci. Et donc, du coup, c'est intéressant, et ça m'amène sur une autre question, c'est que là où nous sommes aujourd'hui, donc Content Square est un espace qui est opéré par WeWork. Tout à fait. Comment ça se passe? Et c'est intéressant à plusieurs égards. C'est parce que déjà, vous êtes en croissance et vous avez des amplitudes de changement de personnes assez importantes. Quels sont les avantages de passer par un système comme ça? Parce que j'ai l'impression que ça se développe, mais pour qui et pourquoi et combien de temps en fait? Alors j'ai le sentiment que l'avantage des cowork pour des sociétés qui sont en croissance rapide et importante, c'est qu'à la différence d'un bail classique, tu te projettes sur 3, 6, 9 ans et souvent tu as des frais d'installation, que ce soit des travaux ou même des services que tu mets en place qui sont longs à amortir. Et donc imaginons que tu prends un local pour 500 personnes et un an après, t'es 700, finalement, tu n'as pas le temps, tu es obligé de déménager ou de trouver des solutions. Enfin, tu rajoutes des coûts sur des coûts. Donc, voilà, exactement. Donc, pour moi, le principal avantage d'un coworking, c'est cette flexibilité, ou si tu as besoin de plus grand ou de plus petit, parce que ça ne se passe pas comme tu l'aurais imaginé. C'est des engagements courts, tu peux déménager facilement, ils peuvent te proposer des places supplémentaires. Donc, ça, c'est la partie un peu flexibilité. Ouais. Voilà, exactement. Après, au quotidien, on parlait de confort des collaborateurs. Je trouve que les espaces sont hyper sympas. Donc, c'est très souvent centre-ville. Déjà, l'emplacement, on se demandait comment on fait venir les gens. Moi, tu me proposes d'aller à 30 bornes de Paris ou d'aller en plein centre comme aujourd'hui. Voilà, donc là, on a perdu tous les auditeurs de province. Ouais, non, je parlais pas de la province, je parlais de la banlieue. Ah, oh là, ouais. Oui. On a perdu les deux maintenant. Non, les deux. Non, la province, au contraire, c'est un choix. Il y a pas, c'est plutôt... ce que je veux dire, c'est que d'un côté, tu as le temps de transport, donc probablement quelqu'un qui vit à 20 bornes de Paris peut-être aura envie de travailler près de chez lui pour cette histoire de transport, mais à partir du moment où tu en as, je trouve ça quand même plus sympa de venir dans un quartier vivant où il y a des restos, parce que les gens, ils ont aussi une vie à côté du travail avec leurs collègues, et donc c'est sympa d'être dans un coin animé, l'immeuble est magnifique, les aménagements sont super, on parlait de plein d'espaces différents, il y a de tout dans un WeWork en fait, tu as la partie qui t'est dédiée sur ton plateau avec tous les espaces dont on parlait, dont tu peux discuter d'ailleurs en termes de proportion de ce que tu veux. Oui, tu as quand même
ton mot à dire sur... Tu as ton mot à dire exactement. Alors après, c'est probablement, enfin c'est sûr, c'est l'objet d'une négociation. Ils doivent avoir des standards et quand tu t'en écartes, voilà, c'est pas gratuit. Et après, ils ont toutes les parties communes pour l'ensemble des occupants qui sont très très bien pensées. Il y a des services gratuits comme un barista. T'es déjà venu une fois, donc t'as vu, mais il y a les terrasses, les rooftops. Moi, je viens le matin, je me sens gâtée, quoi. Ouais, c'est important. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils doivent te débarrasser d'un certain nombre de tâches liées à l'exploitation, je veux dire, du bâtiment. Totalement. Qui, sinon, c'est un bon 50% du temps, non? C'est dans mon équipe précédente, je crois que j'ai eu jusqu'à 25 personnes chez Ubi. Ouais, 25 personnes. Que pour la partie... que pour le siège. Siège, ouais, HQ. On collaborait pas mal avec le reste des sites en France et on donnait des conseils au reste de l'étranger. Mais on va dire sur la partie très terrain, donc tout ce qui était maintenance, technique, etc. Le ménage, le gardiennage, ça nous prenait un temps de malade. Et là, c'est vrai que c'est un sujet dont on est débarrassé, ce qui nous permet, nous, en tant qu'équipe Workplace, de nous concentrer. Il y a quand même des choses à faire. Il faut faire le lien entre les demandes des collaborateurs et la bonne exécution de la part de WeWork, parce qu'on on est chez WeWork. Mais c'est vrai que toute cette partie-là qui est, en ce qui me concerne, pas forcément un sujet passion. Par contre, j'avais dans mes équipes précédentes des personnes pour lesquelles ça faisait vraiment du sens. Ça prend du temps. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air de motiver le personnel à réaliser. Ils n'ont pas forcément le temps, pas forcément les moyens. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une distance importante entre ce que souhaiterait le collaborateur et ce qu'il obtient sur ces sujets de prestations de prestataires externes. Et ça, c'est un vrai sujet, en fait, d'obtenir la qualité. Chez WeWork, là, je trouve qu'ils sont plutôt au niveau. Après, ils ont peut-être une solution. C'est un peu aussi leur comment dire, leur proposition de valeur. Oui, voilà. Mais après, je suppose que pour atteindre ce niveau-là, ils doivent utiliser des techniques qu'on devrait nous utiliser si on était locataire dans un bâtiment standard. Donc c'est qu'ils ont trouvé des solutions pour s'assurer. Et c'est vrai qu'il y a des capteurs un peu partout, il y a des systèmes de sondage, ils ont un outil pour remonter les défauts où tu flashes avec ton téléphone. Voilà, ils ont quand même des outils. Je trouve qu'ils ont la vraie différence avec d'autres boîtes avec lesquelles j'ai pu échanger. Ils ont le nombre le personnel est important. Ils ont beaucoup de personnes en fait. Et ça fait toute la différence. Oui, comme quoi la technologie ne fait pas tout. Mais c'est sûr, et c'est vrai toujours l'alliance des deux. Et exactement. C'est vrai que souvent, comme on est dans ces sujets-là un peu trop regardons sur les coûts, mais ça s'entend. Enfin, toutes les boîtes n'ont pas de l'argent à mettre dans tous les sujets, et c'est normal. C'est juste que des fois, tu te retrouves à demander, mais comme à tout employé, 2 fois plus que ce qu'une personne est capable de faire bien. Voilà. Oui, et en plus là-dessus, il y a des sujets sur... contractuel, sur ce que tu demandes, est-ce que tu as réellement, c'est jamais réellement facile de savoir si ça correspond, quoi. Exactement. Mais c'est super intéressant parce que c'est un rôle central dans l'expérience, j'ai envie de dire, j'allais dire l'expérience utilisateur, mais c'est presque ça, quoi, l'expérience collaborateur. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que l'endroit est beau, certes, mais il est bien entretenu et régulièrement. Exactement. Je parlais souvent avant chez Ubi de pyramide de Maslow. T'as vraiment, je pense que le niveau numéro 1 quand tu vas dans des bureaux, il faut que ce soit propre. Enfin, pour moi, l'hygiène, je crois que c'est le... Voilà, si l'hygiène, elle n'est pas là, c'est... c'est même obligatoire, en vrai. C'est obligatoire, mais des fois, vraiment, en fait, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, soit parce que c'est pas fait comme il fallait, soit parce que les gens restent des cochons, je ne sais pas. Et ça, c'était avant. Parce que quand les gens n'avaient pas l'attitude de dire « Ah non, je ne viens pas ou je vais aller ailleurs. » Parce qu'il y a, c'est clair. Maintenant, je pense que ça voilà, donc il y a ça, et puis il y a aussi, je pense que les lois on peut changer aussi. Maintenant, tu as des normes pour te permettre d'exiger des niveaux de rendu. Je pense que l'hygiène en fait partie, la qualité de l'air. Enfin, il y a plein de choses qui se sont instaurées, la sécurité des bâtiments. Regardez la qualité de l'air. Oui, ça fait partie des tests sur tous les sujets HSE, hygiène, sécurité, environnement. On a de plus en plus d'audits à faire sur plein de sujets, les ondes, etc. Donc, dans le cas de WeWork, c'est WeWork qui fait toute la qualité de l'eau, les exercices incendie. Ce que je veux dire par là, c'est que en termes de comment je suis sûre d'atteindre la qualité que j'attendais, tu as une partie qui est devenue très légale. Et en fait, je ne dis pas que tout le monde fait, mais tu te sens quand même obligé d'aller dans ce sens-là. Et après, tu as une partie où si tu veux que les gens restent et soient contents de venir, plus ton niveau il est bon, plus les gens ils sont contents, quoi. Ouais, ça se comprend. Ça se comprend. J'avais une question que je voulais te poser. J'ai cru comprendre que vous ouvririez des bureaux un petit peu partout dans le monde.
et qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué que ça a pu l'être avant pour se déplacer. Il peut y avoir des restrictions, etc. Comment on fait quand on est responsable de tous les sites et qu'on doit justement choisir des nouveaux emplacements ou les valider ou voir comment ils fonctionnent? Tous vos bâtiments fonctionnent sur le même modèle, c'est-à-dire avec un WeWork-like ou... Non, pas forcément. En fait, ça dépend beaucoup. Alors, j'ai pas tout l'historique, mais on ouvre des bureaux. Donc, on est actuellement Content Square à plus de 15 localisations de tailles extrêmement différentes. Et les bureaux ont été ouverts pour des raisons différentes. Alors, j'ai tendance à supposer, mais je ne peux pas en être certaine. En tout cas, c'était comme ça chez Ubi, soit parce que, par exemple, il y a un pool de talents quelque part. Et donc... tu vas te mettre à un endroit parce que tu sais que ça va être plus facile de recruter. Ça peut être parce que, je suppose, la boîte décide de conquérir un nouveau marché. Et pour conquérir ce nouveau marché, c'est quand même important d'avoir un point central où l'équipe va se monter. Voilà, donc il y a plein de raisons comme ça. Et donc, selon les villes, il n'y a pas toujours des cowork, il n'y a pas toujours des WeWork. Et donc, je suppose qu'on fait aussi avec ce qui est disponible au moment où on cherche par rapport au budget, par rapport à plein de choses. Donc, que ce soit chez Ubi ou ici, je crois qu'on avait tous les modes de possession de bâtiments. Alors, peut-être pas chez WeWork. Vous faites un mix. Voilà, donc chez Ubi, on était propriétaire de bâtiments. On a acheté des bâtiments déjà existants. On a fait construire des bâtiments. On a eu des beaux standards en 3, en 6, en 9. On a eu de la sous-loc. On a eu du cowork. Le portfolio complet, quoi. Et voilà, et en fait, ça dépend de tellement de choses, quoi. Des besoins, de la durée du projet. Ça dépend de tellement de choses, voilà. C'est intéressant d'imaginer que ton portfolio n'est pas constitué uniquement, n'est pas massif et qu'il n'y a pas un choix qui détermine tout, que c'est en fait l'utilisation qui pousse à une certaine, certains choix dans ton immobilier. Oui. Après, c'est très lié à ce qu'on disait, le fait que ces boîtes qui sont en forte croissance ou qui pourraient être en décroissance, ce que je veux dire, c'est que d'envisager un modèle assez unique de manière de gérer son parc immobilier, par exemple là où on n'est que propriétaire ou on n'est que locataire, il faut quand même avoir une vision assez claire de ce que va être ton parc sur la durée. Et donc, c'est quoi ton staff, pour combien de temps, qu'est-ce qui te dit que demain tu ne vas pas sortir un nouveau produit qui va faire doubler les effectifs, etc. Et c'est vrai que donc, la mise en place de, on va dire, cette stratégie IMO, on appelle ça un schéma directeur immobilier, c'est pas évident quand en fait ta boîte elle peut changer tout le temps. Voilà. Ouais, tu dois gérer plusieurs scénarios, j'imagine. Miser sur le plus probable. Et encore une fois, l'intérêt d'avoir des espaces comme ça, comme WeWork, qui peuvent t'offrir une géométrie variable en fonction de tes besoins. C'est bien. Et alors, ça c'est une autre question qui est... on a vu récemment dans les boîtes tech de la Silicon Valley des petites coupes, on va dire, d'effectifs. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y a eu des coupes, on va dire, dans les services qui étaient proposés, parce que ça a été la course. Alors évidemment, la course au talent, on est d'accord, mais du coup, la course aux perks, comme on dit, et aux services et aux avantages qu'on donnait aux employés, une blanchisserie d'un côté, une conciergerie de l'autre, massage, etc. etc. Et il y a eu pas mal de coupes. Alors, on peut imaginer que ça soit quelque chose qui soit purement financier, parce que, comme tu disais, le contexte fait qu'on tire sur les coûts. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a une certaine forme de maturité à se rendre compte que cette surenchère-là, elle n'est pas réellement demandée par les employés et qu'on se concentre sur des choses aujourd'hui qui sont plus essentielles. Il ne s'agit pas d'empiler des petits avantages par-ci par-là, mais d'aller sur quelque chose qui fait on a vraiment envie d'y retourner, mais pas simplement pour taper un baby. Oui. Bon, après, c'est plus un point de vue personnel. Je pense que c'est avant tout financier, vraiment. Quand tu manques d'argent, tu vas te concentrer sur la R&D, sur les moyens que tu donnes à tes commerciaux, etc. Après, j'avoue que pour avoir visité des boîtes comme Google, par exemple, des fois, trop, c'est trop. Et je trouve qu'autant d'abondance, ça résonne pas chez moi. Les gens sont même plus conscients de ce que tu leur offres. Voilà. Après, je trouve que c'est quand même bien d'avoir un nombre de services. Ça fait plaisir, ça change le quotidien. C'est juste, il faut... je repense au frigo de chez Google, je crois que j'avais jamais vu ça, en fait. Trop, c'est trop. C'était pas sain, c'était... Voilà. Ils ont des trucs très, très sains. Mais le sens de ma question, c'était plutôt de dire que, effectivement, la surenchère, on coupe les coûts, mais
J'avais une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit fais un test quand tu vas dans une boîte comme ça, et s'il y a un baby, tu passes le doigt dessus, et je te dis une chance sur deux que tu vas retrouver 1 centimètre de poussière. Parce que c'est de la déco en fait. C'est-à-dire que, en vrai, les gens ils sont là pour travailler, ils ne veulent pas simplement rester toute la vie là. Et, je comprends. Bah, c'était en tout cas pas le cas dans les 2 sociétés que j'ai connues. Quasiment, enfin une grosse partie des perks qui étaient proposés étaient utilisés. Ça, c'est bien. Voilà, et quand c'était pas le cas, c'était retiré, remplacé. C'est vrai qu'on parle beaucoup de test and learn. Je pense que c'est l'idée. En fait, tu essaies de comprendre ce que les gens attendent en leur posant des questions, en t'inspirant de ce qui se fait ailleurs, ou tu as des bonnes idées. Tu testes, ça marche, tu gardes. Ça marche pas, t'arrêtes, ou tu fais un truc entre les deux. Mais donc là, par exemple, à côté, on a un baby-foot. Il est... Enfin, pas à côté. Si, je sais plus s'il est là. Enfin, en tout cas, il est utilisé. Tu vois, c'est parce que sais plus où il est. Je joue pas trop, mais il est utilisé. D'accord, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'elles ont inspiré le monde et qu'aujourd'hui, même pendant 10 ans, on les regarde en disant bah voilà, c'est ça qu'il faut faire pour attirer les talents, pour être vraiment centré sur les occupants, etc. Et que pendant qu'on est toujours dans ce stade où on regarde de ce côté-là, eux, de leur côté, ils réduisent un peu. Donc, c'était surtout sur ça qui m'intéressait. Donc ça, c'est super intéressant. Je voulais juste parler un petit peu de tech aujourd'hui. Tu m'as parlé des choses qui étaient mises à disposition par WeWork. Est-ce que c'est des choses qui sont totalement transparentes pour vous, ou vous voyez qu'ils utilisent, je sais pas, des techs derrière pour... tu me parlais des capteurs, par exemple. Comment ça se passe avec les employés, l'utilisation des capteurs? Alors, des capteurs, je suis pas certaine, mais j'ai cru comprendre que dans les sanitaires, je pense que des capteurs ont été installés pour voir le nombre de personnes qui rentrent. Et je suppose qu'au bout d'un moment, ça déclenche l'intervention du personnel de ménage parce qu'il part du principe qu'il y a eu beaucoup de trafic et qu'il faut nettoyer. Qui est internalisé. Comment ça ? Qui est là tous les jours, toute la journée. Le personnel ? Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc je suppose qu'ils ont dans leur contrat une cadence qu'ils avaient dû estimer et puis qui déclenchent des déplacements supplémentaires quand ils voient que c'est très fréquenté. Donc il y a ces capteurs-là. Il y a ce système, je te disais, de flasher un code pour remonter un problème technique ou de propreté. J'ai principalement ça en tête, en fait, rien de beaucoup plus magique que ça. Ouais, mais c'est l'essentiel, quoi. Puis, c'est transparent pour vous, c'est ça qui compte. Bon, je te propose, parce qu'on arrive sur la fin de cet entretien, très dense et très intéressant, je te propose une dernière question un petit peu traditionnelle. Puisqu'on est dans un spacecraft, donc un vaisseau qui navigue vers l'avenir. J'allais dire spacecraft, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, ce n'est pas un jeu. Mais voilà, on a fait ce petit jeu de mots pour dire que c'est tous ceux qui fabriquent les espaces. Ok. Space into craft. Qu'est-ce que c'est habile. Et donc, c'est de se projeter un petit peu dans l'avenir. Tu me disais qu'on ne peut pas le prévoir, mais sans le prévoir, ce que toi, Cynthia, tu aimerais voir devenir les espaces de travail. Vers quoi tu aimerais qu'ils tendent, et à ton avis, quelle est puisque c'est leur grande crise aujourd'hui, de leur rôle et de leur pertinence, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils deviennent ? Bon, à nouveau, je vais y mettre un petit peu de conviction personnelle. Mais autant que tu veux. Ok. J'ai plutôt tendance à imaginer des implantations de taille plus petite qu'aujourd'hui dans des centres-villes à différents endroits d'un pays. Donc, par exemple, j'imagine plus une boîte d'un certain nombre de personnes n'avoir plus qu'un siège à Paris. Peut-être qu'ils auront Paris, Lyon et Marseille, plutôt en centre-ville pour ces histoires de transport et finalement... rassembler un maximum de personnes en mettant le temps de transport moyen le plus faible, toujours en centre-ville, donc pour les transports, mais aussi parce que c'est... on y trouve toute l'animation dont je te parlais que je trouve appréciable, et peut-être à côté de ces bureaux qui seraient donc plus petits parce qu'on aura quand même un taux de comment on appelle ça, de télétravail qui va rester ou devenir plus important, je pense, le temps passant. Peut-être d'autres moments de réunion qui pourraient être... un peu sur le format du séminaire, mais voilà, des moments où on se retrouve autrement, peut-être plus nombreux, peut-être avec des journées plus fortes que ces journées de travail. Donc je vois un peu ce genre d'alternance-là. Peut-être, pourquoi pas aussi te laisser travailler dans d'autres bâtiments de ta société, dans d'autres pays. Tu vois, imaginer des trucs vraiment très, très flex où finalement on s'autorise un peu tout. Le but étant qu'à la fin, quand même, la boîte reste...
productive, hein, elle est quand même là pour ça, et voilà, et qu'elle Oui, c'est pas continue à Center tirer Parks, des ouais. talents. Non, non, ça peut, mais ça suffit pas. Voilà, ça suffit pas. Ouais, Mm. donc des espaces en fait où on se croise, où on peut travailler tout en gardant la liberté et Exactement. la fluidité en fait Voilà. que peut offrir le télétravail. Voilà. Après, il faut quand même un certain nombre de règles, parce que si chacun fait ce qu'il veut, je pense que les gens se croiseront plus. Donc voilà, il faut des règles. C'est sûr, elles plairont pas à tout le monde, mais en tout cas, il faut un cadre, voilà, pour être sûr que les gens se rencontrent de temps en temps, pour avoir des bureaux d'un certain standing avec une qualité de prestation qui est au niveau, etc. Donc voilà, il faut quand même cadrer un petit peu, selon moi. Et bien super. Ben, merci énormément Cynthia pour avoir participé à cet épisode de The Spacecraft. Là, j'arrive à le dire sans accrocher, donc c'est déjà pas mal. Merci à toi aussi. Bah de rien. Et merci de m'avoir accueilli dans ces magnifiques locaux, que je répète sont absolument dingues, avec un rooftop de malade. C'est clair. On est incroyable gâtés. sur Paris. Et merci pour cette petite exploration des nouvelles dimensions de nos bâtiments. Ok. Et à très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. C'était le tout premier épisode de The Spacecraft, le podcast qui explore les espaces immobiliers de demain sous toutes les coutures. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à nous suivre sur notre page LinkedIn pour nous soutenir et à t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée pour ne louper aucun épisode. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode 2 qui s'annonce particulièrement dingue. À la semaine prochaine dans The Spacecraft.